Maintenant, on va s'intéresser au processus gaussien. Dans ces processus gaussiens, je vais m'intéresser beaucoup plus à discuter, pas présenter le... Mais je vais passer à une petite démonstration et je reviens à la présentation. Qu'est-ce qu'on fait avec les processus gaussiens? C'est que, au lieu de considérer, vous voyez un peu l'animation ici, on fait un peu la régression comme avant, mais là, au départ, on va supposer que nous avons beaucoup de fonctions. Quelle est la base un peu derrière le concept derrière les processus gaussiens? C'est qu'au lieu de définir une probabilité sur des points, par exemple des variables aléatoires, on va définir une distribution de probabilité sur des fonctions. Donc, nous avons beaucoup de fonctions, une infinité de fonctions, disons. Et vous voyez ici, il y a beaucoup d'exemples de fonctions. Et quelle est la fonction qui est la plus probable? Donc, là, nous avons ici, je vais essayer de l'écrire. Donc, vous avez ici, excusez-moi, je ne sais pas. D'accord. Vous avez ici des points qui ont été estimés et je veux par exemple prédire la valeur ici. Donc, là où il y a le point d'interrogation. Donc, nous avons pour x1, voilà, nous avons y de x1, le y qui lui correspond, comme pour la régression. Mais, donc, les problèmes qu'on avait avec la régression, c'est le surapprentissage, c'est le fait que finalement c'est linéaire, on n'a pas, c'est paramétrique. C'est-à-dire que quand on dit paramétrique, c'est que c'est un peu rigide. C'est rigide, ça doit suivre une droite, ça doit suivre une hyperbole ou une parabole, mais c'est toujours rigide. Là, nous allons avoir beaucoup de souplesse. Et donc, j'avais commencé par multivariate Gaussian distributions, donc, où nous avons x1, x2 jusqu'à xn, des variables aléatoires, et on construit donc une variable aléatoire sur toutes ces x1, x2 jusqu'à xn, sur grand X qui est égal à ce vecteur de variables aléatoires. Là, c'est comme si on va prendre x1, x2, xn, mais on va faire tendre le n à l'infini. Et donc, on va prendre tous les points sur un intervalle, par exemple sur 1, 20. Et le fait de dire que je vais considérer que les variables aléatoires vont de 1 jusqu'à 20, on continue. C'est comme si j'ai la variable aléatoire, ça me donne une fonction. Et pour chaque x, j'ai une distribution de probabilité qui correspond, c'est-à-dire quelles sont les valeurs possibles de f en ce point x. Donc, et puis, qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer que je vais supposer que ça suit une loi normale, gaussienne. Mais je vous pose une question. Comment je peux faire, parce que parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi ce cours, comment je vais définir une loi normale sur une infinité de variables aléatoires, une infinité de x? Est-ce que vous avez la réponse? Qu'est-ce qu'on fait? L'échantillonnage. Donc, je vais prendre à chaque fois un nombre fini. Oui. Donc, ça, c'est dans la définition. Dans la définition, on va dire que la variable, qu'on va avoir donc une distribution gaussienne sur une infinité de points ou sur un intervalle, donc, de 1 jusqu'à 20,
si à chaque fois que je prends un nombre fini de points, je trouve une distribution gaussienne, d'accord, sur un intervalle, sur un nombre fini qu'on a déjà défini. Ça, c'est une première. Mais il reste, qu'est-ce qui nous reste à, si je veux définir cette distribution sur une infinité de variables aléatoires, qu'est-ce qui me reste à préciser? Il faut savoir la variance entre les variables. Voilà, il faut que je puisse définir deux choses, la moyenne et la matrice de variance covariance. Et comment je vais faire pour les définir? Comment je vais faire pour définir la moyenne et la matrice de variance-covariance? Supposons que, voilà, donc, dans un processus gaussien, je me donne un intervalle. Si j'avais pris, donc, si j'avais pris, par exemple, disons x1 et x2, donc voilà, et même et x3. Je suppose que je m'intéresse à cet intervalle de x1 jusqu'à x3. Normalement, une fonction, comment il sera défini? Il sera, je choisis une couleur. Donc, une fonction, s'il est défini entre x1 et x3, il aura une forme quelconque. C'est ça, par exemple, une fonction. J'ai cette fonction que je ne connais pas. Donc, ça, c'est inconnu. Je pense, donc, un unknown. Excusez-moi. Unknown. Donc, il est inconnu. Supposons que je l'ai connu ici parce que j'ai calculé. Donc, ça, c'est f. F, inconnu. Mais je la connais. J'ai calculé f de x2, éventuellement, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas nécessaire, pas forcément sur l'extrémité. C'est juste. D'accord. Ça peut être n'importe où. J'ai 3 points. Si j'utilise la régression linéaire, je trace une droite. Le problème avec la régression linéaire, on avait dit que malheureusement, ça suppose que l'erreur est constante. Et puis, il a un autre problème. C'est-à-dire, ça ne donne pas très bien l'erreur sur les coefficients lui sur bêta. On peut toujours estimer l'erreur. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que la fonction f qui est inconnue, là je l'ai dessinée, mais pas la voir. Imaginez que vous ne la voyez pas. Vous avez juste les points. Vous avez mesuré f de x1, f de x2, f de x3. Normalement, si je prends un x étoile ici, et vous voulez, et on veut calculer donc la valeur de x étoile. X étoile, il est loin de x1, de x2 et de x3. Donc, sa valeur, elle ne va pas être bien déterminée à partir de x1, de x3. Maintenant, si je prends ici un point, ici, je prends un point que je vais appeler là, je vais appeler x4. X4 est tout proche de x2. Donc, a priori, il devrait avoir... proche de fx2. Exactement. Donc, f de x1 doit être proche de f de x2. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire, comme on ne peut pas avoir une matrice de variance-covariance d'une infinité de points, parce que c'est un problème, on n'a pas... Quelle est l'information qui est cachée dans la matrice de variance-covariance? Qu'est-ce qui est caché dedans? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est caché dans la matrice de variance-covariance? Qu'est-ce qu'elle apporte comme information, la matrice de variance-covariance? Le lien entre les variables. OK, donc d'une certaine manière, elle apporte la similitude. Est-ce que les variables sont un peu similaires ou pas? C'est-à-dire s'ils évoluent dans le même sens ou pas, s'ils sont corrélés, d'accord? Donc, on peut parler de similarité. Ou bien la liaison, est-ce qu'ils sont liés? Ou alors liés. Donc, voilà. Donc, ça mesure un petit peu, voilà, donc la corrélation, la similitude, la liaison, la dépendance.
tout ça. Et donc, est-ce que là, on ne peut pas définir une matrice de variance-covariance, on a une infinité. Chaque point, Et pourquoi je parle de l'intervalle x1, x3 et je dis je vais le transformer, en un ensemble de variables aléatoires. Pourquoi? Parce que une fois que je fixe un x quelconque, x, je prends par exemple ce x, comme je n'ai pas une information sur f, qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer que toutes les valeurs sont possibles. Toutes les valeurs sont possibles. Toutes les valeurs peuvent être images. Peuvent être images par f de x. Vous suivez? Tous les points de cette droite, tous les y peuvent être images, mais pas avec la même probabilité. Donc, la probabilité de y, donc supposons, là, nous avons des y, étant donné x, c'est quoi la probabilité de y étant donné? C'est égal à 1 sur sigma, racine carrée de p, exponentielle, de la moyenne, moins x moins la moyenne sur sigma. Oui, mais là je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas de moyenne, je n'ai encore rien. D'accord. Et je n'ai pas sigma. Là, j'ai seulement une fonction. Là, on construit un peu le processus gaussien. J'ai une fonction que je ne connais pas, mais déjà, je commence à faire donc une hypothèse, et que donc je vais supposer que je vais faire ça. Regardez, je vais faire comme ça. Je vais supposer, j'ai mis tout en bleu, mais ce n'est pas grave, vous arrivez à voir. Je suppose que j'ai une distribution de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que quand je fixe sur les valeurs y, qui est maximale pour le y qui est égal à x. Estimer cette probabilité et qu'elle soit maximale pour y égale à x. Comment je peux obtenir cette distribution de probabilité? Donc, pour obtenir cette distribution de probabilité, je fais une autre hypothèse, que un point, donc je reviens à ce que j'avais mis, x4, normalement, elle doit avoir la même image, plus quelques valeurs, que x2. D'accord. Donc, je vais définir K de x prime, d'accord, un noyau donc, qui va définir, et souvent qui va être sous la forme exponentielle moins x prime, d'accord. Et on peut avoir ici au carré ou ne pas avoir, etc. Et puis, on peut avoir des termes pour normaliser, d'accord. Donc, on peut avoir d'autres termes. Mais l'idée, c'est si x égale à x prime, qu'est-ce qui va se passer? Ou si x est proche de x prime. En particulier, pensez à k de x2, x4, qui est égal à, disons, exponentielle. Après, on va donner, voilà. Donc, à x2 moins x4. C'est égal à 1. Égal à 1. Voilà, elle est proche de 1. Proche de 1. Voilà. Et si x4 est très loin, par exemple, si je prends le x qui est là, le x qui est loin de x2, alors qu'à x2, x4, comment il sera? Proche de 0. Proche de 0. Voilà. Donc, k de x prime, quand il est grand, quand il est positif et grand, ils sont semblables. Ça veut dire qu'ils sont proches voisins, qu'ils sont semblables, qu'ils sont proches voisins. Et donc, voilà. Donc, finalement, il définit en quelque sorte un peu qu'ils sont corrélés, qu'ils sont fortement corrélés. Et c'est un peu normal. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Si je prends maintenant les points ici,
la distribution de probabilité qui est là, la distribution de probabilité qui est là, elle va ressembler à la distribution de probabilité qui est là. Donc, les deux distributions de probabilité, vont avoir un celle, pic autour voilà, de x4, de x2, oui, c'est ça, de x2. exactement. Donc, voilà. Donc, les deux distributions de probabilité, celle qui est associée à x2 et celle qui est associée à x4, donc, ils vont être très corrélés. Les deux variables aléatoires que j'obtiens en considérant x2 et x1, c'est-à-dire les y qui devraient avoir la même image, ils vont être… donc, finalement, au lieu de définir une matrice de covariance, on va définir une matrice qui prend seulement les couples. Parce que je ne peux pas définir une matrice de covariance puisque j'ai une infinité de variables aléatoires. Chaque point génère ou est associé à une distribution de couples. Et j'ai une infinité de… Donc, bien sûr, je peux donner la grande définition en disant que cette distribution qui contient une infinité de distributions de probabilité, d'accord, qui sont gaussiennes, donc, et les gaussiennes, c'est seulement si chaque famille finie est gaussienne et multivariate distribution. Mais sur le plan pratique, si je veux un peu l'utiliser, je n'ai pas cette possibilité. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que je vais définir K de XX' à partir qui va définir un petit peu la similitude entre les points. Et K de XX', il aura une forme que l'on va voir après, qui peut varier. Il y a plusieurs choix possibles, mais d'une manière générale, son objectif, ce qu'il permet de faire, c'est qu'elle permet de définir si les deux distributions de probabilité sont corrélées, deux variables aléatoires, disons, aléatoires, qui sont, donc, disons, Y4, Y2, qui définissent un peu les images possibles des points Y4, X2, donc Y1, Y2. Définir la covariance entre ces deux variables aléatoires, c'est prendre K de X et de X', de X4 et de X2 et de X4, puisqu'il est symétrique. Toujours symétrique, ce kernel, ce noyau. C'est clair? Oui, donc, cela nous permet de définir la covariance, puisque la covariance, c'est 2. D'accord? Nous, on est habitué à avoir la matrice de variance, covariance, ou la matrice de covariance. Mais toujours la matrice de covariance, c'est quoi? Et je l'ai dit au début, c'est toujours la covariance entre deux vecteurs. On met l'ensemble des vecteurs ici, et puis l'ensemble des vecteurs aussi ici, forme les lignes, V1, V2, etc. Et on met ici la matrice des variances. Mais les variances et les covariances. Donc, la matrice de covariance, je peux la ramener à seulement des covariances entre deux vecteurs à chaque fois. Voilà, donc, je vais peut-être m'arrêter. Oui, mais je complète un peu, j'explique un peu ce qu'on va faire ici. Donc, comme X, regardez ce X, il est loin de X1, il est loin de X2. Donc, normalement, l'erreur par rapport à ce X va être beaucoup plus grande que l'erreur, que l'écart type, disons, l'écart type, puisque l'erreur, c'est l'écart type de l'erreur. C'est mon incertitude sur la valeur de F en X4. De l'espérance. Bien sûr, l'espérance. Donc, l'espérance de l'erreur. Regardez, pour X4, mon incertitude sur l'image de X4, elle est faible parce que X4 est proche de X2. Par contre, mon incertitude sur la valeur de f de x, elle est grande parce que x est loin de x1 et est loin aussi de x2. Et puis, si je prends aussi x étoile, vous vous rappelez x étoile que j'ai mis ici, le x étoile, lui aussi, il est loin de x3, il est loin de x2, donc mon incertitude va être importante.
grande. C'est pour cela la distribution que vous avez tracée, elle est proche de zéro. Quelle distribution? La distribution en forme de gosse, vous avez tracé la Oui, forme donc ce qui va se de la passer, courbe. C'est comme ça. voilà. Donc, Donc, je vais changer de couleur. Voilà. son Y, il va s'annuler dans X étoile. Oui, bien sûr, il va s'annuler. Vers zéro. Donc, la prochaine fois, on montrera un peu, parce qu'on n'a plus le temps, on ne va pas tenir trop longtemps, mais la prochaine fois, on va faire un peu des maths. On va dire comment je passe de Kx' à évaluer les écarts types pour chaque X. Ce n'est pas compliqué, parce que je peux facilement calculer, parce que regardez, nous avons la distance, donc j'ai une covariance. Donc, si je suis proche de X1, d'accord, si je suis proche de X1, alors je peux déterminer l'erreur de X. Si X était proche, s'il est loin, je peux encore déterminer en utilisant les probabilités conditionnelles. Mais je vais rester un peu dans le qualitatif. Qu'est-ce qu'on va, quand je suis proche, donc je vous demande de patienter 5 minutes et on va s'arrêter. Donc, si je prends X1, pour X1, f de X est donné. Donc, il n'y a pas d'erreur. Entre parenthèses, on peut supposer que même en X, nous avons une valeur avec un. C'est possible. On en tiendra compte si jamais ça se produit. Mais là, pour simplifier, on va supposer que nous avons f de X1. Quand je suis à côté de f de X1, et en utilisant K. Toujours l'erreur est faible. Voilà, l'erreur est faible. Parce que je vais utiliser X1, X', sachant que X' est proche de X1. Et comme ils sont un peu corrélés, puisque X1 et X, et comme la corrélation, je vais l'obtenir à l'aide de quelque chose qui utilise cette expression, mais elle n'est pas exactement égale à ça. On verra après. Toujours on est autour de pic de Gauss. Voilà, donc voilà, je suis à côté. Donc en utilisant j'ai montré au début. C'est pour ça que j'ai préféré présenter la gaussienne. Donc conditionnelle. Donc, quand j'ai une discussion multivariée, ce qu'on dit en français, et donc on peut toujours choisir un et voir un peu comment est distribuée la variable conditionnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va dessiner les écarts types de l'erreur. Sur sigma de P. Voilà, sigma. Là, sigma, elle est nulle, mais en allant plus loin, elle va s'agrandir, elle va devenir plus importante. L'écart type, ça s'agrandit. Les erreurs s'agrandissent. Et puis, quand je m'approche de X2, elle s'annule en X2. Elle diminue et puis elle s'annule. Et là, la même chose, parce que c'est moins sigma plus sigma. Donc, je dois avoir la même distance. Ici, c'est sigma, c'est sigma, c'est-à-dire c'est la moyenne moins sigma. Je n'ai pas parlé de moyenne, ça c'est m de x. Donc la moyenne, ça va être une fonction. C'est la valeur centrale des valeurs. Voilà, c'est la valeur centrale. Regardez, ça vient tout le temps. Là, comme on va construire un peu la fonction ou l'approximation de la fonction, la moyenne, on va commencer par un a priori, on va dire, tiens, on va commencer par ça, un peu la fonction x0, avec l'écart type aussi, mais je reviens à ça. Donc là, nous avons sigma et nous avons m de x, qui est la moyenne, et sigma, c'est l'écart type, donc c'est l'écart par rapport à cette moyenne, et en bas, c'est moins sigma. Symétrie. Voilà, c'est la moyenne moins sigma. Mais quand on arrive à x2, elle s'annule. Et puis là aussi, elle va un peu augmenter et puis elle s'annule ici. La même chose ici, c'est symétrique. Donc, si je fais ça, je dois avoir la même distance. Donc là, fallait aller plus loin. D'accord, à chaque fois, c'est la même distance. Donc là, il faut diminuer.
la même distance jusqu'à s'annuler ici. D'accord? Je ne vais pas faire le dessin exact, mais c'est un peu ça. Et donc, la même chose ici, il fallait peut-être un peu réduire. Mais je pense que l'idée, vous l'avez retenue. Et on va voir comment, à partir de la proposition d'un noyau, Kx' prime, je peux obtenir un peu les courbes. Bon, avec moins sigma, moins sigma et plus sigma. C'était au début. Et donc, si je fais ça, j'ai une estimation, j'ai donc la fonction, la moyenne, la valeur centrale à chaque fois, donc, qui est une approximation de f. Mais en plus de ça, dans chaque endroit, j'ai une estimation de l'erreur qui varie. Parce que c'est anormal d'avoir le même écart-type avec la régression linéaire, sachant que là où j'ai des points normalement, je dois supposer, même si je suppose que les mesures sont vomitées, là où j'ai des points, normalement, je devrais avoir moins d'erreurs. Je vais avoir plus de précision puisque j'ai plus d'informations sur le phénomène. Voilà, donc je m'arrête. La prochaine fois, ça va être un peu plus de maths. Jusqu'ici, on n'a pas parlé d'optimisation. Mais, juste pour vous donner un bon goût, si je cherche un endroit, je cherche à trouver le maximum de f, l'optimum. Comment je vais faire? Un optimum global. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer les valeurs que peut prendre f. Par exemple, là, c'est autour de ça où j'ai la valeur maximale. Je prends la m de x, c'est-à-dire la valeur moyenne, plus sigma. M de x plus sigma, l'écart type. Sigma qui dépend aussi de x. Là, il est maximal. Et donc, normalement, c'est là, vous voyez d'ailleurs dans cet exemple, c'est à côté de là qu'on a le max, l'optimum. Et donc, comme ce point est le plus probable d'être le maximum, d'être l'optimum, si je cherche le maximum, si je cherche le minimum, ça va être autour de là, proche de x étoile. Donc, si je cherche le maximum, je dis, tiens, maintenant, je vais prendre ce point et je vais calculer sa valeur. Et je calcule sa valeur, et donc ça va réduire l'erreur, et ça va me permettre d'avoir un peu d'idées sur la courbe, et donc de continuer. Mais il ne faut pas rester piégé dans un point. Donc, il y a quand même une combinaison entre le fait d'exploiter les valeurs que nous avons obtenues, calculées, estimées, surtout s'il s'agit d'ajuster les hyperparamètres d'un réseau de neurones. Et vous savez que si je fixe 5 couches, je fais l'apprentissage qui prend beaucoup de temps. Et puis, je ne dois pas faire beaucoup de calculs. Donc, je fais ça parce que je suppose que évaluer f, c'est très difficile. Donc, je dois combiner deux choses. Le fait d'exploiter là où j'ai des valeurs maximales, mais aussi d'explorer des lieux où l'erreur est grande. L'erreur est grande. Peut-être que je n'ai pas mis beaucoup de temps à un moment donné aussi, aller voir peut-être autour de. Mais ça, on va le voir peut-être la prochaine fois. Donc, si vous avez des questions, je peux éclairer un peu, sachant que moi aussi, je découvre certains de ces aspects. Je vous remercie pour votre patience. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci.